Il a attaché un chien vivant à une cible pour s'amuser, persuadé que son argent le rendait intouchable. Mais il a commis une erreur fatale. Un ancien soldat écoutait dans l'ombre. Quand la police a refusé d'agir, ce héros a monté un piège risqué. Il a rendu son propre chien au bourreau. Pourquoi? La réponse vous laissera sans voix. Regardez jusqu'à la fin pour voir un empire s'effondrer en direct. C'est la vengeance la plus satisfaisante que vous verrez. Aujourd'hui, restez avec nous, car cette histoire incroyable vous laissera sans voix. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et surtout, je suis curieux, d'où nous regardez-vous? Indiquez votre pays dans les commentaires. J'adore voir jusqu'où voyagent nos histoires. Le crépuscule s'installait sur le domaine comme une lourde couverture de velours, chaude et étouffante. Une à une, les lanternes s'éveillaient, projetant des ombres dorées sur les marches de marbre. La musique, douce et raffinée, glissait au-dessus des haies parfaitement taillées, et la dernière lumière du soleil donnait à la soirée l'apparence de l'or liquide. Au centre de ce tableau se tenait l'hôte. Il se tenait dans ce jardin comme si l'oxygène lui-même lui appartenait. 60 ans, grand, une élégance d'une autre époque. Le dos droit et les épaules carrées. Ses cheveux argentés étaient coiffés en arrière avec une vanité précise. Son visage était anguleux, ses lèvres minces, sculptées par des années de victoire impitoyable, figées dans un calme permanent qui effrayait plus qu'il ne rassurait. C'était un homme puissant, dont le nom s'affichait sur des gratte-ciel. Mais ceux qui vivaient sous son toit connaissaient un autre empire. Un empire de peur où un verre brisé pouvait valoir une gifle, et où une mauvaise journée se transformait en côte cassée pour un domestique trop pauvre pour démissionner. Sa cruauté n'était pas bruyante. Elle était maîtrisée, curatée comme sa cave à vin, car le contrôle était la seule chose qui lui donnait encore l'illusion de la jeunesse. Et ce soir, il voulait une preuve pour ses invités, une preuve pour lui-même, une preuve pour faire taire le miroir qui commençait à lui montrer ses propres faiblesses. Il souleva un arc en bois sculpté, une antiquité polie par le temps. La foule, composée de femmes en robes scintillantes et d'hommes en costumes sur mesure, se rapprocha. L'air sentait le parfum coûteux, le gazon coupé et la fumée de cigares. Ils le regardaient avec des yeux brillants comme on regarde un magicien, espérant être impressionnés, soulagés que le couteau ne soit jamais pointé vers eux. D'un geste nonchalant, l'hôte fit signe à 2 employés. Ils traînèrent l'attraction principale au centre de la pelouse. Ce n'était pas une cible en paille, c'était une vie. Un chien, un ancien caneuf à la retraite, fut tissé et attaché au centre d'une grande cible d'entraînement. Son pelage était un mélange fatigué de charbon et de cendre, marqué par de vieilles cicatrices qui racontaient une vie de devoir et de danger. Il avait peut-être 8 ou 9 ans. On devinait encore ses muscles sous sa maigreur, bien que ses côtes saillaient, non par la faim, mais par le stress intense. Une de ses oreilles portait une entaille, signature d'un combat passé. Ses yeux, autrefois vifs, étaient ambrés mais ternis, comme le regard d'une créature qui a compris que supplier ne change rien au destin. Pourtant, il gardait la tête haute, autant que les cordes le permettaient, non par bravoure, mais parce que le service lui avait appris ce qu'était la dignité. Ce souvenir s'accrochait à lui comme une dernière couverture chaude dans un hiver sans fin. L'hôte prit son temps. Il encocha une flèche avec la grâce délibérée de quelqu'un qui allume un cierge à l'église. Ses doigts tirèrent la corde lentement vers l'arrière, exhibant sa force, exhibant sa stabilité. Quelqu'un dans la foule gloussa nerveusement. Il a toujours le coup de main. Une autre voix, plus forte, loua son esprit sportif. Des rires répondirent, et le chien tressaillit à ce son.
C'était le réflexe d'un corps qui avait appris à associer la joie des hommes à sa propre douleur. La flèche partit. Elle frappa avec une certitude humide et écœurante. Le chien se cabra violemment contre les cordes. Un son jaillit de sa gorge, un son qui n'avait pas sa place dans un jardin si élégant. C'était un cri brut, étranglé, qui se transforma en une plainte longue et tremblante. Pendant une fraction de seconde, la musique sembla hésiter, comme si même les haut-parleurs avaient honte. Puis, les invités applaudirent. Certains sifflèrent d'admiration, d'autres levèrent leurs verres de cristal en signe d'approbation. L'hôte ne sourit pas vraiment. Sa satisfaction était plus froide, plus hermétique. Il s'avança, les yeux plissés, étudiant la blessure comme on inspecte un produit défectueux. Les pattes du chien tremblaient, son flanc se soulevait par à-coups, le sang assombrissait déjà sa fourrure. Il essayait de se détourner, mais les cordes le maintenaient là, une cible vivante, un jouet pour l'ennui des riches. Son regard affolé cherchait dans la foule un maître qui n'était pas là, une voix familière, un ordre qui pourrait le sauver. Il ne trouva que des visages illuminés par le spectacle, et il comprit, avec cette clarté foudroyante des animaux, qu'il était seul. L'hôte tendit la main vers une seconde flèche. Ce cri, cette prière désespérée, ne s'arrêta pas aux grilles en fer forgé du domaine. Il traversa les haies parfaitement taillées, franchit le marbre et la lumière des lanternes pour glisser dans la rue plus sombre, là où l'ombre du manoir s'étendait sur des maisons bien plus modestes. Dans l'une de ces maisons, une location simple à la peinture écaillée, un homme était assis seul dans la pénombre du salon. Il avait la trentaine passée, maigre mais large d'épaules, avec ce genre de carrure que l'on forge par des années de travail dur, et non par vanité devant un miroir de salle de sport. Ses cheveux foncés étaient coupés courts, pratiques, et une barbe rugueuse encadrait une mâchoire qui semblait avoir été serrée trop souvent face aux mauvaises nouvelles. Il portait des vêtements simples, un jean délavé, une chemise usée, rien qui ne cherchait à attirer l'attention. La lassitude sur son visage n'était pas seulement due à de longues heures de travail. C'était la fatigue plus profonde de quelqu'un qui essaie de reconstruire sa vie depuis le bas, pierre par pierre, sans filet de sécurité. Il avait les manières calmes d'un homme qui ne gaspille pas ses mots, non par froideur, mais parce que les mots avaient été utilisés contre lui par le passé, tordus, rejetés, ridiculisés. À ses pieds gisait son chien, un berger allemand, noir et feu, âgé d'environ 5 ans, athlétique et alerte même au repos. Son pelage était brillant là où la lumière de la lampe le touchait, et ses oreilles, triangle parfait, pivotaient au moindre changement sonore. Ses yeux étaient d'un brun clair, intelligent, le genre de regard qui vous donne l'impression d'être réellement vu. Il n'était pas agressif par nature. Il était une sentinelle, un protecteur, le type de chien qui observe d'abord et n'agit que si nécessaire. L'homme l'avait trouvé dans un refuge lors d'un hiver où tout le reste de sa vie s'était effondré. Depuis, l'animal était devenu son ancrage, sa raison de se lever le matin, sa routine sacrée. Le son venu du domaine les atteignit comme un fantôme traversant un mur, une longue plainte brisée. La tête du berger allemand se redressa brusquement. Son corps se raidit, puis se leva en un mouvement fluide. Il lâcha un aboiement net, urgent, puis un autre, comme pour appeler quelqu'un au rapport. Il fit les 100 pas jusqu'à la porte, ses griffes claquant sur le sol, et se retourna vers l'homme avec une insistance féroce qui ne nécessitait aucune traduction. Le souffle de l'homme se bloqua. Il écouta de nouveau, et son visage changea. Ce n'était pas encore de la colère. C'était quelque chose de plus vieux et de plus dangereux, la reconnaissance. Il savait ce que signifiait ce bruit. Il savait que la douleur se déroulait tout près, et qu'ignorer cela serait sa propre forme de cruauté.
Sa main se dirigea vers la poignée de porte, puis hésita une fraction de seconde, comme si le passé surgissait pour le prévenir que se mêler des ténèbres d'autrui a toujours un prix. Dehors, le vent porta la plainte une fois de plus faible, mais toujours là, toujours suppliante. L'homme se leva si vite que les pieds de sa chaise raclèrent le sol dans un grincement strident. Il ne posa aucune question. Il ne s'arrêta pas pour peser les conséquences. Il bougea comme si le son lui-même l'avait tiré par la colonne vertébrale, sa main déjà sur la porte, son pouls battant fort dans ses oreilles. Dehors, la rue était à demi éclairée, la lueur du domaine se déversant avec arrogance sur le quartier endormi. Son chien bondit devant lui, pattes frappant le bitume dans un rythme né de l'urgence, pas de la peur. Le corps du berger allemand n'était que mouvement vers l'avant, cou tendu, oreilles verrouillées, queue basse et stable, chaque instinct aligné vers l'endroit où la douleur s'était annoncée. Ils coururent. L'air froid brûlait dans la poitrine de l'homme, ses muscles se réveillant avec une douleur familière qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. La douleur de la mission. Il coupa à travers les pelouses, sauta une clôture basse, ignora la morsure des épines le long d'une haie. Le chien n'hésitait pas, franchissant les obstacles avec une économie de mouvement qui venait de l'entraînement et d'une confiance absolue. Aucun d'eux ne regarda en arrière. Ils fonçaient vers la lumière, vers la musique, vers l'horreur cachée sous le luxe. À la grille, la musique martelait l'air, et les rires montaient et descendaient comme une marée indifférente. L'homme ne ralentit que le temps de forcer le passage, comme s'il avait toujours eu sa place ici. Il n'était pas grand selon les standards des hommes, qui se construisent avec de l'argent, mais il y avait en lui une densité, une force compacte, qui tirait sa puissance de la discipline plutôt que de la parade. Son visage était fermé, ses yeux sombres fixés sur un seul point, le genre de regard qui ne scie pas devant l'abîme. Il y a des années, un événement unique avait durci ce regard. Une leçon apprise à la dure, attendre la permission est parfois un crime en soi. Il portait cette leçon silencieusement, comme une arme cachée. Le jardin s'ouvrit devant lui dans un brasier de lanterne et de soie. En son centre, la cible se dressait comme une mauvaise blague, les cordes tendues à l'extrême. Le chien blessé tremblait contre le bois, le sang assombrissant son flanc, sa respiration heurtée à chaque inspiration superficielle. La foule s'était rapprochée, avide du deuxième acte, les téléphones levés comme autant d'yeux numériques froids. L'hôte, immaculé sous ses cheveux d'argent, avait déjà levé l'arc à nouveau. Il se tenait avec l'assurance de celui qui n'a jamais été arrêté, confondant depuis trop longtemps les applaudissements avec l'approbation morale. Ses doigts se refermèrent sur la corde, la pointe de la flèche dirigée vers le cœur du chien, et sa bouche s'étira en un mince sourire destiné à son public, et non à la vie qu'il s'apprêtait à éteindre. L'homme traversa la distance restante en un flou cinétique et le percuta de plein fouet. Ce n'était pas un coup de poing. C'était une collision d'épaules, brutale et technique, conçue pour briser l'équilibre, pas les os. L'autre s'écroula lourdement, ses chaussures de lutte dérapant sur l'herbe, un verre de cristal explosant sous sa paume. L'arc partit sur le côté, la flèche cliquetant inoffensivement sur la pierre. Pendant un battement de cœur, le jardin se figea dans un silence de stupeur. L'hôte, le visage tordu par une fureur qui remplaçait instantanément sa posture, tenta de se relever, sa main cherchant à reprendre l'arme tombée. C'est alors que le berger allemand de l'homme se détendit comme un ressort. Il bondit avec une précision qui stupéfia même son maître. Il n'attaqua pas la chair. Il attrapa l'arc à la poignée, ses mâchoires se refermant avec un claquement sec et pratiqué. Le bois ancien gémit. Un craquement net déchira l'air, plus fort que la musique, plus fort que les hoquets de surprise des invités. L'arc précieux se brisa net sous une pression qui n'était pas de la rage, mais du contrôle pur. Le chien atterrit et recula, le morceau de bois brisé toujours entre les dents.
ses yeux ne quittant jamais l'homme à terre. L'hôte se remit debout, tremblant de rage, ouvrant la bouche pour hurler à la sécurité, aux domestiques, à n'importe qui. L'homme s'interposa entre lui et la cible, sans élever la voix. De près, les angles de son visage étaient tranchants. La ligne forte de sa mâchoire, la cicatrice près de sa tempe. Le calme absolu qui déstabilise les tyrans habitués à l'intimidation. « Ne me touchez pas, » dit l'homme. Son ton était égal, presque doux, ce qui le rendait d'autant plus tranchant. Et ne touchez plus à ce chien. Un murmure parcourut les invités. La sécurité. C'étaient des hommes en costume sombre, habitués à expulser des ivrognes, pas à gérer une telle intensité. L'autorité de l'hôte s'était fissurée, et dans cette fissure, le doute s'infiltrait. L'homme se tourna vers la cible et travailla vite. Il n'avait pas d'outils. Il déchira les fibres des cordes avec une patience brute, ses doigts trouvant les nœuds. Tandis que son propre chien offrait une épaule solide au captif pour le soutenir. Quand le dernier nœud céda, le vieux caneuf s'affaissa. L'homme le rattrapa, attentif à la blessure, murmurant des syllabes apaisantes. Une femme s'avança alors, sortant de l'ombre des invités. Elle avait la cinquantaine élégante, les cheveux tirés en un chignon argenté, et portait l'uniforme discret du personnel de maison de haut rang. C'était Sarah. Elle était connue pour son efficacité silencieuse, mais ce soir, ses yeux gris brillaient d'une lueur différente. « Ce soir, dit-elle, les lèvres pincées, il a besoin d'un vétérinaire. » L'hôte se tourna vers elle, incrédule. « Reculez, aboya-t-il. » Mais l'homme croisa le regard de la femme et hocha la tête une fois. Une gratitude sans cérémonie passa entre eux. Elle ne les suivit pas. Elle savait qu'en battre en retraite pour mieux observer. Mais ce regard partagé scella une alliance invisible. Ils partirent par la même grille, le son du jardin s'effondrant derrière eux. L'homme soutenait presque entièrement le chien blessé, son propre compagnon marchant au flanc, alerte, protecteur. La rue sembla soudain plus froide, plus calme. Il installa doucement le blessé à l'arrière de sa vieille voiture, sur sa propre veste. Les yeux du chien le suivaient, épuisés mais confiants. Ils avaient échappé à l'enfer, mais la nuit ne faisait que commencer. À la clinique vétérinaire d'urgence, les néons fluorescents remplacèrent la lueur trompeuse des lanternes du jardin. L'endroit sentait l'antiseptique et le café froid, une odeur d'honnêteté brute qui contrastait violemment avec le parfum des camélias et des cigares. La vétérinaire de garde, une femme compacte aux cheveux, tirée en un chignon sévère, les fit entrer d'un geste rapide. Ses yeux étaient cernés de fatigue, mais ses mains étaient d'une compétence absolue. Elle ne posa que peu de questions. Elle n'en avait pas besoin. Les réponses étaient écrites en lettres de sang et en marques de corde sur la peau de l'animal. Elle travailla en silence, nettoyant, recousant, administrant des analgésiques, tandis que l'homme se tenait en retrait. Les mains jointes, son propre chien pressé contre sa jambe, comme une sentinelle immuable. « Il a de la chance, » dit-elle enfin, en retirant ses gants, sa voix basse, si cette seconde flèche avait touché. Elle ne finit pas sa phrase. Le silence dans la pièce terminait l'histoire pour elle. L'aube diluait la nuit en un gris pâle lorsque l'homme rentra chez lui. La ville semblait différente sous cette lumière matinale, moins théâtrale, plus crue. Il installa le chien blessé sur des couvertures propres dans le salon, puis s'assit à même le sol. Il resta là, jusqu'à ce que ses jambes s'engourdissent, écoutant simplement le rythme de la respiration de l'animal, sentant le poids de ce qu'il venait de faire retomber sur ses épaules. Il ne connaissait pas encore le prix exact, mais il savait que la facture n'allait pas tarder. Le téléphone sonna à 8 heures précises. Ce n'était pas un message, c'était un appel. La voix de l'officier était polie,
professionnel et totalement vide de chaleur. Une plainte avait été déposée, une allégation d'agression. Il était invité à venir s'expliquer. L'homme accepta sans discuter. La routine l'avait toujours rassuré, mais aujourd'hui, elle ressemblait à une armure en papier mâché. Le commissariat était un bâtiment de beige et de gris, conçu pour anesthésier les émotions. Une femme à l'accueil prit son nom sans même lever les yeux. Au fond du couloir, une salle d'interrogatoire l'attendait, avec sa table en métal glacé et ses 2 chaises boulonnées au sol. Les officiers qui entrèrent étaient des hommes ordinaires, aux coupes de cheveux nettes et aux expressions pratiquées entraînés à garder un visage neutre même lorsque leur esprit avait déjà tranché. L'un d'eux fit glisser une tablette numérique sur la table avec un bruit sec. Sur l'écran, un résumé bref, rédigé en phrases hachées, propriété privée, intrusion agressive, contact physique avec le propriétaire, vol d'un animal de sécurité. On vous accuse d'avoir causé des troubles et agressé un citoyen privé, dit l'officier le plus âgé, avec cette lassitude de celui qui a déjà entendu 1000 mensonges. Et d'avoir pris un chien qui ne vous appartient pas. L'homme raconta son histoire. Il parla simplement. Il décrivit l'arc, la cible, les brûlures de cordes, le sang. Il nomma l'arme antique et les applaudissements qui avaient suivi le premier tir. Il ne supplia pas. Il ne s'excusa pas. Il exposa les faits comme on pose des briques. Le jeune officier tapota la tablette. Nous avons visionné les images de surveillance de la propriété. L'homme attendit. Il n'y a rien. Le sol sembla se dérober légèrement. Rien, répéta l'homme. Pas d'arc, pas de cible, pas de chien blessé, poursuivit l'officier. Les caméras montrent une altercation verbale, des voix élevées, vous bousculant le propriétaire, puis vous partant avec un chien en laisse. L'homme stabilisa sa respiration. Ces images sont incomplètes. L'officier plus âgé hocha la tête comme s'il s'attendait à cette défense. Nous avons aussi parlé aux invités. Personne ne corrobore votre version. Ils étaient là, dit l'homme, la voix plus basse, plus dangereuse. Ils ont applaudi. Les officiers échangèrent un regard qui tomba comme un verdict. L'entretien se termina sans menottes. Mais le message était clair. Il n'était pas encore inculpé, mais il était marqué. On lui conseilla de garder ses distances. On lui conseilla de rendre l'animal volé. En sortant, l'air extérieur lui parut plus coupant. Il resta un instant sur les marches du commissariat, regardant le trafic ordinaire d'une matinée, qui ne savait pas qu'elle avait déjà choisi son camp. Il venait de comprendre que la vérité n'était pas une ligne droite, mais une matière malléable, entre les mains de ceux qui possédaient les gommes. La machine du silence s'était mise en marche, et il était seul face à ses engrenages. À midi, les conséquences commencèrent à arriver sous forme d'enveloppes. Elles glissèrent dans la fente de la porte avec un bruissement sec, comme des feuilles mortes annonçant l'hiver. La première venait de son employeur, une petite entreprise de logistique qui préférait la discrétion à la loyauté. La lettre était mince, efficace, tranchante comme une lame de rasoir. En raison d'une enquête en cours, son poste était suspendu, puis terminé. Pas d'accusation formelle, pas de possibilité de défense, juste la suggestion polie que les réputations sont fragiles et que l'entreprise ne pouvait se permettre d'être éclaboussée par la boue d'un scandale. La seconde enveloppe venait de son propriétaire. Un homme qu'il avait croisé 2 fois en 3 ans, lors d'échanges brefs et transactionnels. L'avis citait une clause obscure sur les troubles de voisinage et la responsabilité civile. Il avait 30 jours pour vider les lieux. L'homme lut les mots 2 fois, puis plia soigneusement le papier, comme si le fait de garder les choses en ordre pouvait remonter le temps. Sur la table de la cuisine, les lettres s'empilaient, construisant un mur invisible entre lui et son avenir.
En fin d'après-midi, une voiture qu'il ne reconnut pas se gara devant sa location. Le moteur se tut dans un silence feutré. Le conducteur en sortit avec des pas mesurés et une mallette qui semblait n'avoir jamais connu la moindre éraflure. Il était grand, anguleux, avec un visage étroit et une barbe taillée au millimètre près. Ses cheveux sombres étaient peignés en arrière, suggérant à la fois une discipline de fer et une vanité sans bornes. Son costume tombait parfaitement. Son sourire, lui, n'atteignait jamais ses yeux. « Je représente le propriétaire du domaine », dit-il, en tendant une carte de visite cartonnée. Sa voix était lisse, éduquée, celle d'un serpent qui a appris à parler latin. Nous aimerions résoudre cela à l'amiable. À l'intérieur, l'homme fit un geste vers une chaise. L'avocat s'assit sans attendre d'invitation, croisant une jambe avec une précision chirurgicale. Il parla de malentendus, de responsabilité. Il parla du chien, non pas comme d'un être vivant, mais comme d'un actif, un animal de sécurité, illégalement soustrait à son propriétaire légitime. Il fit glisser un document sur la table exigeant le retour du chien sous 24 heures. Le non-respect de ce délai entraînerait des poursuites civiles immédiates. Les chiffres n'étaient pas dits, ils étaient implicites, lourds et écrasants. On vous conseille également, ajouta l'avocat d'un ton faussement amical, de vous abstenir de toute nouvelle allégation. Il n'y a aucune preuve pour les soutenir. L'homme regarda le papier. Il pensa aux caméras effacées, aux applaudissements, transformés en silence complice. Il pensa au chien blessé, dormant sur des couvertures dans la pièce à côté, à la confiance dans ses yeux ambrés. Il sentit la vieille impulsion monter, celle de pousser, de parler plus fort, de forcer la vérité à sortir par la seule force de ses poings ou de sa voix. Il l'avait fait une fois, dans une autre vie. Cela ne s'était pas bien terminé. Il ne signa rien. « J'ai besoin de temps », dit-il simplement. L'avocat sourit de nouveau, un rictus froid. « Bien sûr, le temps est une courtoisie. » Après le départ de la voiture noire, la maison sembla plus petite, plus vulnérable. Son propre chien faisait les 100 pas, sentant le changement dans l'air, ses griffes cliquetant doucement sur le lino. Le vieux caneuf remua, gémit une fois, puis se rendormit. L'homme s'assit à la table de la cuisine. La lumière de fin d'après-midi, projetant des ombres longues sur les documents de son licenciement. Il comprenait maintenant ce qu'il affrontait. Pas seulement un homme riche, mais un système entier qui polissait la cruauté jusqu'à ce qu'elle ressemble à de l'autorité. La colère ne sauverait pas le chien. Le bruit serait tout fait. Il avait besoin d'une preuve qui ne pouvait pas être effacée d'un clic de souris. Il se leva et se dirigea vers le placard du fond, tirant de l'étagère supérieure une petite boîte à outils métallique qu'il n'avait pas ouverte depuis des années. À l'intérieur reposaient les vestiges d'une compétence oubliée, des câbles, des adaptateurs, des micro-circuits qu'il utilisait autrefois pour documenter des défaillances d'équipement. Il prit une minuscule caméra entre ses doigts, la tournant sous la lumière, son esprit ralentissant pour mieux se concentrer. S'il ne pouvait pas compter sur leur caméra, il apporterait les siennes. Si les témoins refusaient de parler, il laisserait la vérité hurler sans eux. La guerre asymétrique venait de commencer. La nuit précédant la confrontation, l'homme s'installa à la petite table de la cuisine, tandis que la maison dormait autour de lui. Une lampe unique projetait un cône de lumière jaune sur ses mains, stable et délibéré. L'air sentait le café froid et l'étain fondu. Il tenait entre ses doigts une caméra pas plus grosse qu'un bouton de chemise, un reste de sa vie d'avant, quand il réparait des systèmes que d'autres croyaient brisés. Il vérifia la batterie 2 fois, puis, avec la précision d'un horloger, il glissa un fil microscopique à travers les coutures usées d'un vieux collier en cuir. Le chien blessé était étendu non loin de là, sur des couvertures fraîches. Sa respiration était plus aisée maintenant.
ses yeux suivant chaque mouvement de l'homme avec une attention silencieuse. Son pelage avait commencé à retrouver un peu de son lustre là où le sang avait été lavé, bien que la zone rasée, et le bandage net sur son flanc témoignait encore de ce qu'il avait enduré. Il avait 8 ans, peut-être 9, assez vieux pour connaître la douleur, mais assez noble pour choisir encore la confiance. L'homme lui parlait doucement tout en travaillant. Il ne donnait pas d'ordre. Il expliquait, comme si l'animal méritait de comprendre la dignité du plan. Il inséra la caméra dans une poche qu'il avait cousue avec soin, alignant la lentille pour qu'elle soit tournée vers l'extérieur, invisible mais omniprésente. Une fois terminé, le collier semblait banal, éraflé, familier. C'était là tout l'intérêt. La vérité se cache souvent dans ce que les gens jugent trop ordinaire pour être remarqué. Il testa le flux vidéo sur son téléphone. L'écran vacilla, puis l'image apparut, claire et nette, montrant la pièce basculer doucement alors qu'il manipulait le collier. Satisfait, il se tourna vers son propre chien. Le berger allemand était assis, carré, alerte, un modèle de patience canine. Il avait 5 ans, le poitrail large et des pattes couleur feu, qui le portaient comme des ressorts. Ses yeux étaient d'un brun chaud, pensif, et il soutint le regard de son maître sans ciller. L'homme fixa un second dispositif sous le collier de son chien, un petit transmetteur qui pulsa une lueur bleue une fois avant de s'éteindre. Ce boîtier enverrait un signal à son téléphone à la seconde où l'autre caméra s'activerait. Le berger accepta ce nouveau poids sans plainte, sa queue balayant le sol d'un mouvement lent et confiant. Il avait toujours été ce genre de chien, celui qui endosse la responsabilité sans qu'on ait besoin de la lui demander. L'homme s'agenouilla alors face à lui. Il prit la tête massive du chien, entre ses 2 mains rugueuses, ses pouces caressant doucement l'arrière des oreilles. Il posa son front contre celui de l'animal, fermant les yeux. C'était un moment de communion intense. Une prière sans mots dans le silence de la cuisine. Il sentait le souffle chaud de la bête, son odeur de terre et de vie. Il savait ce qu'il s'apprêtait à faire. Il allait renvoyer ceux qu'il aimait dans la gueule du loup, pariant tout sur le fait que l'arrogance de l'ennemi serait sa plus grande faiblesse. « Je te demande l'impossible », murmura-t-il, sa voix s'étranglant légèrement. « Mais je serai là. Je ne serai pas loin. » Le chien poussa un soupir profond et appuya sa tête plus fort contre celle de l'homme, scellant le pacte. Dans cette étreinte, la peur se transforma en une résolution froide et tranchante, comme de l'acier. Ils étaient prêts. Le matin se leva, gris et silencieux, une lumière pâle, filtrant à travers les rideaux fins, comme si elle hésitait à commencer la journée. L'homme nourrit les 2 chiens, rassembla les documents qu'il n'avait aucune intention de signer et prit la route vers le domaine. Le chien blessé reposait avec précaution sur la banquette arrière. Les mains de l'homme restaient souples sur le volant. Il avait appris, au fil des épreuves, que le calme n'est pas une humeur, mais une compétence qui se forge. Aux grandes grilles, le garde reconnut la voiture de la nuit fatidique. C'était un homme large, à la mâchoire lourde, qui fit semblant de vérifier le nom sur une liste inexistante. Ses yeux glissèrent vers l'arrière du véhicule, puis se détournèrent. Le portail s'ouvrit dans un grincement électrique. Le jardin, dépouillé des lanternes et de la musique, semblait différent de jour. C'était un paysage de géométrie froide et de contrôle absolu. Des haies taillées à l'obéissance, des allées de pierre nettoyées de toute trace de vie. L'eau attendait près des marches, immaculée comme toujours, ses cheveux d'argent parfaitement en place. Une veste en lin pâle, tombant avec aisance sur ses épaules étroites. Il sourit en voyant l'homme approcher. C'était le sourire de celui qui pense que la victoire a déjà été comptabilisée. « Vous avez retrouvé la raison, » dit-il, sa voix lisse comme du verre poli. Il fit un geste dédaigneux vers la voiture.
Je présume que vous rapportez ma propriété. » L'homme inclina la tête, un geste de soumission qui lui coûta plus qu'il ne laissa paraître. Il ouvrit la portière arrière et souleva le vieux canef avec précaution, protégeant le flanc bandé. Le chien eut un mouvement de recul, une onde d'incertitude traversant son corps raide, puis il se calma, faisant confiance aux mains qui le tenaient. « Je le ramène, » dit l'homme d'une voix égale. « Et je suis désolé pour le dérangement. » Les yeux de l'autre se plissèrent, cherchant une trace d'ironie. N'en trouvant aucune, il laissa échapper un petit rire satisfait. « Bien, c'est bien. » Son regard glissa alors au-delà de l'homme, vers l'autre berger allemand qui se tenait sagement au pied de son maître. « Et ça, qu'est-ce que c'est ?» L'homme détacha la laisse de son propre chien. Le berger ne bougea pas, attendant l'ordre, sa posture fière, sa queue basse et immobile. L'homme posa une main brève sur la tête de son compagnon, ses doigts s'enfonçant une dernière fois dans la fourrure familière. « Un cadeau, » dit-il, les mots ayant un goût de cendre dans sa bouche. « Pour m'excuser, il est bien dressé, fort, digne de vous. » Pendant un battement de cœur, l'hôte parut surpris. Puis, une vanité grotesque fleurit sur son visage. Il encercla le berger, l'évaluant comme on évalue un cheval de course ou une nouvelle voiture. Son égout était si vaste qu'il ne vit pas le piège, il ne vit qu'un hommage à sa propre puissance. « Vous êtes sérieux, dit-il. Vous me donnez votre chien. » L'homme hocha la tête. Il ne regarda plus son animal. Il lui faisait trop confiance pour flancher. « Je ne resterai pas, dit-il. J'ai fait ce que vous demandiez. » L'hôte, magnanime dans son triomphe, fit un geste de la main. « Allez-vous-en, disparaissez. » L'homme se détourna. Chaque pas, l'éloignant de ses chiens, pesait une tonne, mais il ne ralentit pas. Il passa le garde, entendit la grille se refermer derrière lui avec une certitude mécanique et définitive, et continua de marcher jusqu'à ce que le son soit avalé par la distance. À l'intérieur du jardin, l'ambiance changea instantanément. Le sourire de l'hôte s'effaça dès que l'homme fut hors de vue. Il claqua des doigts. Les domestiques s'activèrent. Le chien blessé fut tiré brutalement vers la cible. Les cordes manipulées avec une rudesse qui fit s'assombrir le bandage. Le berger de l'homme se raidit, un grondement sourd montant de son poitrail. Une main s'abattit durement sur son encolure. « Silence !» ordonna l'hôte avec un plaisir sadique. « Attachez-les tous les deux. » Les cordes sortirent, plus épaisses cette fois. L'enfer était de retour, mais cette fois, le cheval de Troie était à l'intérieur des murs. À des kilomètres de là, dans le silence trompeur de la rue, le téléphone de l'homme vibra contre sa cuisse. Il s'arrêta net. Il baissa les yeux. Une petite lumière bleue pulsait sur l'écran, stable et incitante. Le flux vidéo s'ouvrit de lui-même. L'image vacilla une seconde, puis se stabilisa. Pierre, corde, fourrure, sang. Le souffle de l'homme le quitta dans une expiration lente et contrôlée. Le plan avait désormais des dents. Il n'ouvrit pas encore le direct au public. Le timing était tout. Sur l'écran, l'hôte entrait dans le champ, soulevant un arc qui n'était pas l'antiquité de la veille, mais une arme moderne, polie, létale. Le chien blessé tirait sur ses liens. Le berger allemand trouva l'épaule de son compagnon avec son museau, un contact bref, presque humain dans sa tendresse. L'homme ferma les yeux une seconde, puis les rouvrit. Il fit demi-tour vers le domaine, sa foulée s'allongeant, sa résolution se verrouillant comme une clé dans une serrure. « Maintenant, » chuchota-t-il. Il ne courut pas à l'aveugle cette fois. Il courut avec intention. Le téléphone restait stable dans sa main gauche, le flux cadré et vivant. Les lampadaires devinrent flous alors qu'il les dépassait, ses chaussures frappant le bitume au rythme de son cœur. Il ouvrit le flux au monde entier tout en bougeant, sans fioriture, laissant l'image parler la première.
Les commentaires s'enflammèrent immédiatement. Confusion, outrage, incrédulité. Puis une marée montante qu'aucune grille ne pouvait retenir. Au domaine, le garde avait à peine levé la main que l'homme s'était glissé derrière lui. Il entra dans le jardin au moment précis où l'autre reculait, la corde tendue. La foule s'était clairsemée depuis la fête, mais il restait assez de témoins, du personnel, quelques invités attardés, des hommes qui aimaient voir, le pouvoir en action. L'homme ne cria pas. Il se plaça carrément entre l'arc et les chiens, les pieds ancrés, les épaules ouvertes. Il leva légèrement le téléphone pour que la caméra capture tout, l'arc, les chiens, l'homme qui les tenait en joue. « Arrêtez, dit-il. » L'autre sourit, indulgent, comme s'il tolérait un enfant turbulent. « Encore une violation de domicile, dit-il, sa voix portant facilement. Vous avez un talent pour les scènes dramatiques. » L'homme ne bougea pas. « Le monde regarde, dit-il, inclinant l'écran pour montrer l'icône rouge du direct. L'auteur rit, une arrogance pure. Laissez-les regarder. La discipline exige des exemples. » Et il parla. Il parla trop, porté par la conviction que l'aveu n'a pas de coût quand on est au sommet. Il justifia la cruauté, et chaque mot s'empilait comme une preuve irréfutable. C'est alors qu'un son s'éleva au-delà des haies, coupant le silence curaté du jardin. Des sirènes, plurielles, convergentes. L'hôte hésita, le doute fissurant enfin son masque. Sarah, la gouvernante aux mains tremblantes, s'avança alors. « Monsieur, dit-elle, la voix forte cette fois, baissez cette arme. » Les gyrophares bleus et rouges inondèrent le jardin, transformant le crépuscule en une scène de crime stroboscopique. La police déferla. L'arc tomba, cliquetant sur la pierre. Le métal froid des menottes se referma sur les poignets de l'hôte, et ses protestations furent noyées par la vérité crue des images. Sarah parla aux officiers. D'autres suivirent. Le mur du silence était tombé. Des mois plus tard, l'homme ouvrit la porte d'un bâtiment en bordure de ville, qui sentait la peinture fraîche et la paille propre. Il n'accrocha pas son nom au mur. Il accrocha des laisses. Le vieux K9 avait guéri, sa cicatrice devenue une ligne d'honneur. Le berger allemand accueillait désormais les nouveaux venus avec un remuement de queue qui signifiait bienvenue et non plus alerte. Le soir, quand la lumière s'adoucissait, l'homme regardait la cour se remplir de mouvements. Il ne se sentait pas comme un héros, mais comme un gardien tenant une porte ouverte. Parfois, les miracles ne descendent pas du ciel dans un fracas de tonnerre. Parfois, ils viennent doucement, par le courage de ceux qui refusent de détourner le regard, par un cœur qui choisit la compassion quand le silence serait plus facile. Si cette histoire vous a touché, s'il vous plaît, partagez-la pour que la lumière voyage plus loin. Abonnez-vous pour soutenir ceux qui n'ont pas de voix. Et souvenez-vous, quand vous voyez l'injustice, choisissez de parler. Que Dieu vous bénisse.